Bonjour à tous, nous nous réjouissons de ce séminaire organisé par Invivox et coproduit par Ecopon, dont je vais donner quelques éléments dans un instant. Et on se réjouit d'accueillir Francis Pelé, un Mohican de l'échographie clinique et qui travaille depuis 30 ans, une sorte de missionnaire du développement de l'échographie en médecine générale. Un mot pour ma part et rapidement. Donc, moi, c'est Mehdi Benchoufi, je suis cofondateur d'Ecopon. Je suis médecin de santé publique. Ecopon, c'est une sonde ultra portable dédiée à l'orientation diagnostique qui, je crois, illustre assez bien les usages dont il va être question aujourd'hui. Euh, donc, on a la joie d'accueillir Francis, donc, qui est médecin généraliste, un vieux de la vieille, si tu me permets l'expression, Francis, de l'échographie clinique, puisqu'il a été formé dans les années 80 avec euh, un pionnier qui est le professeur Bourgeois. Et Francis, ta carrière illustre assez bien l'ensemble des contextes dans lesquels tu as pu non seulement te déployer ton expertise et mettre à l'épreuve cette notion d'échographie pour les soins primaires dont il va être question aujourd'hui. Tu as travaillé en zone rurale isolée, tu as été médecin-pompier, tu as travaillé à la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires, correspondant SAMU depuis 2015. Et le tout avec une activité assez importante dans l'humanitaire, puisque tu es un référent de l'échographie pour un certain nombre d'ONG. On citera par exemple Data Santé ou Santé Sud. Tu es rien de moins que le directeur du cours du CFFE, Centre francophone de formation en échographie. Voilà, encore une fois, c'est un immense plaisir de te savoir des nôtres aujourd'hui et de pouvoir faire profiter à nos confrères de l'ensemble de ton expérience. Peut-être un point, alors voilà, je vais essayer de jouer à domicile de mon point de vue, c'est-à-dire en termes de santé publique sur l'échographie clinique. C'est un sujet majeur et on a chez Copen organisé une revue systématique de près de 3000 articles. C'est un sujet qui est en maturation au plan de la littérature scientifique depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Et je souligne à quel point tu as pu être visionnaire dans les usages de l'échographie, puisque tu étais diplômé au milieu des années 80. Et la littérature est formelle, et aujourd'hui, d'une certaine façon, l'ensemble des connaissances rassemblées sanctionne très favorablement l'intérêt de l'échographie en soins primaires au sens de recommandations aujourd'hui, de recommandations qui couvrent toute une série d'usages que tu vas nous faire parcourir aujourd'hui. Je peux dire d'une certaine manière que le Covid, je ne sais pas si tu partageras cet avis, a accéléré aussi l'adoption de l'échographie via l'échographie pulmonaire qui est simple, rapide et rentable. On parle souvent alors de révolution de l'examen clinique, de stéthoscope du 21e siècle, de cinquième pilier de l'examen clinique qui complète les quatre piliers historiques qu'on sait tous et pour lesquels on a été formé. Voilà. Après ces quelques éléments introductifs et ce point en termes de santé publique, Francis, l'Assemblée est à toi. Un dernier point pour nos participants, n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions. Je les prendrai au fur et à mesure et je tâcherai sans interrompre le flot discursif de Francis d'être en interaction avec lui. Voilà, allez-y, n'hésitez pas, sans embâge. Et si vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise, n'hésitez pas à simplement mettre un pouce pour vous signaler et je transmettrai vos interrogations à Francis. Francis, c'est à toi. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup, Mehdi, de ton invitation. Pour moi, c'est évidemment un grand plaisir de partager mon expérience et de tenter
de répondre dans la mesure du possible aux questions que vous devez, en toute logique, vous poser. En tout cas, ce sont les questions que je m'étais personnellement posées en 1981, la date de mon installation en médecine générale, en zone rurale, dans le sud Ardèche. Et je m'étais posé la question suite à une remarque d'un radiologue, à l'époque radiologue à l'hôpital de Poissy, dans la région parisienne, dans l'ouest de Paris, et qui me disait, Francis, tu vas t'installer en médecine générale, tu dois faire de l'écho. Alors, vous imaginez, en 1981, et grâce à l'ouverture de cours ouverts d'ailleurs à la médecine générale, c'était de mon point de vue le seul endroit en France où c'était possible. Je me suis inscrit à Nîmes, c'était pas très loin de mon cabinet, 1 heure de route quand même, hein. Aller, 1 heure aller, 1 heure de retour. Je me suis inscrit au cours du professeur Bourgeois à Nîmes. Et je ne regrette pas parce que depuis, mon exercice en médecine générale a pu bénéficier de l'usage d'un échographe depuis quasiment mon installation. Et depuis, évidemment, j'ai vu progresser énormément la technologie. Et c'est avec un immense plaisir que j'ai pu apercevoir l'arrivée d'échographes ultra portables. Ça change tout. Parce que quand je me suis installé, le téléphone portable n'existait pas. Il fallait une grosse mallette. Aujourd'hui, dans n'importe quel coin du monde, tout le monde, y compris le chauffeur de taxi à bicyclette du côté de Tuléar, dans le sud de Madagascar, a quasiment un portable dans sa poche. Et donc, du coup, l'arrivée, grâce au progrès de la technologie, d'échographes de poche, pour moi, est une véritable révolution. Alors, je vais tout de suite et sans tarder partager mon écran et vous proposer disons, quelques diapositives pour pouvoir arriver à vous intéresser pour me servir de support. Donc, la question, effectivement, pour nous, médecins généralistes, c'est de savoir dans notre pratique quotidienne si le stéthoscope, je vous rappelle que le stéthoscope, c'est Laennec en 1802 à la Pitié-Salpêtrière, pas de la Pitié, mais à la Lariboisière, non, plutôt à l'Hôtel-Dieu, 1802. Hein. Nous sommes en 2024 et donc est-ce qu'au fond, le stéco ne devrait pas remplacer le stéto? À cette question, je vais tenter de répondre. Donc, jusqu'à présent, les médecins généralistes, en fait, travaillent avec les 5 sens qui nous sont donnés, mais il nous manque la possibilité, allô? Oui, il nous manque la possibilité de pénétrer à l'intérieur de l'organisme et donc on ne voit pas l'intérieur de l'organisme pendant l'examen clinique. Ici, moi personnellement, je suis un passeur d'idées et mon idée, c'est de dire aux médecins généralistes, arrêtez de consulter avec un bandeau devant les yeux, quittez ce bandeau, visitez les musées avec les yeux et avec les oreilles et avec les mains si vous voulez, mais en tout cas, introduisez un 6e sens, c'est-à-dire regardez à l'intérieur. Donc, un échographe dans ma poche, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. On va dire depuis 2-3 ans, on a vu arriver sur les marchés des échographes de poche. Et ces échographes de poche, moi qui pratique l'échographie depuis 40 ans, je peux vous affirmer que tous ceux que j'ai vus, et Ecopen en fait partie, ils sont en capacité de répondre aux questions que nous nous posons en médecine générale, on va dire en médecine de premier recours. Est-ce que c'est utile? La réponse, c'est pas utile, c'est indispensable. Je dis bien indispensable. Vous comprenez qu'on ne va pas continuer à visiter les musées avec un bandeau sur les yeux. Est-ce que c'est chronophage? En réalité, une étude que j'ai menée avec 2 étudiants qui ont passé leur thèse récemment à Lyon ont montré que dans la consultation de médecine générale, dès que la consultation devient complexe, en fait, il y a un gain de temps lié à l'usage de l'écho pendant la consultation. Est-ce que c'est abordable? Écoutez, Ecopen arrive sur le marché avec des prix qui sont extraordinairement bas par rapport à ce que moi j'ai connu quand je me suis installé. Imaginez qu'un échographe, il fallait le louer, c'était inabordable en 1981. Francis, je me permets Aujourd'hui, oui, ouais, juste d'indiquer un point et merci
pointé sur Ecopen, effectivement, où notre mission a été de rendre l'échographie accessible, notamment en termes de prix. Et je précise que tu n'as aucun conflit d'intérêt avec nous. Et ça, je pense, un point aussi important pour l'ensemble de nos collègues. Merci. Et en effet, de cette précision. La compétence, eh bien, écoutez, moi personnellement, j'ai en 3 jours formé, j'ai bien sur 3 jours seulement formé des médecins généralistes qui n'avaient jamais pratiqué d'écho. Et ils ont fait une étude sur 11 mois. Ils ont montré qu'ils avaient été particulièrement performants. Et donc, l'idée, à condition, on y reviendra, de rester sur des cibles fondamentales et d'être binaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas. Dans ces cas-là, on peut tout à fait acquérir cette compétence très rapidement. On va y revenir. Est-ce que c'est interdit? Bien sûr que non. Il n'est pas interdit d'utiliser des outils en médecine générale. Est-ce que c'est dangereux? Bien sûr que non. Certainement l'outil le moins dangereux qui soit. Et il faut savoir que lorsqu'on ne sait pas, on sait qu'on ne sait pas. Par conséquent, à partir du moment où on est honnête avec soi-même, si on n'a rien compris, eh bien, on dit ça n'est pas contributif. L'examen échographique, dans ma pratique, n'a pas ce jour-là, à ce moment-là, n'a pas été contributif. Est-ce que c'est obligatoire? Je dirais ça n'est pas obligatoire, mais ça va peut-être le devenir. Et donc, je pense qu'il faudrait absolument que les médecins, quel que soit leur âge d'ailleurs, se mettent à l'écho sans tarder. En ce qui concerne, je vais ici revenir. Voilà. Comment apprend-on l'échographie? Eh bien, on l'apprend sur soi-même. D'abord, je parle de selfie écho. On fait bien des selfies avec des images de soi ou de ce qu'on a mangé. Eh bien, on peut sur soi-même commencer par explorer, par exemple, sa thyroïde. C'est pas compliqué. Une fois que on a exercé ça, eh bien, on va apprendre à d'autres cibles. Par exemple, la cible, la vessie. Est-ce qu'elle est pleine? Est-ce qu'elle est vide? Et puis, rapidement, on va s'apercevoir que quand on a besoin d'uriner, notre vessie contient environ 300 cm3. On va apprendre à mesurer des volumes. Ce n'est pas compliqué. Et puis, lorsqu'on a un besoin impérieux d'uriner, on a environ 1 millilitre qu'on va pouvoir vérifier. Et de cette façon-là, lorsque l'on aura un patient qui a un problème douloureux abdominal, on ne passera pas à côté d'un globe vésical. L'échoscopie, par exemple, devant une hématurie, va permettre d'observer s'il existe ou pas un élément visible, anormal. Là, en l'occurrence, hématurie macroscopique chez un homme de 40 ans, eh bien, il existe une image anormale. Il s'avère que c'est un cancer débutant. Et vous comprenez bien que la clinique, en dehors du fait qu'il y a une hématurie, ne me permet pas de répondre à cette question-là, je dirais, dans la foulée. Ce patient, d'ailleurs, a guéri et c'était une satisfaction personnelle d'avoir pu diagnostiquer un cancer débutant. Oui, J'avais pardon. une question donc, sur les slides précédentes, ce que tu indiques sur le fait d'apprendre sur soi. Tu estimes que les coupes d'intérêt de base, c'est une coupe au niveau du cou pour aller regarder sa thyroïde, une coupe au niveau de la vessie pour, en fait, d'une certaine manière, appréhender le geste. Je comprends bien? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'apprentissage, l'apprentissage se fait en fait sur soi d'abord, puis ensuite sur le frère, la sœur, les cousins, et ensuite seulement sur nos patients normaux, hein. Et ensuite, on va aborder la pathologie, c'est-à-dire le patient en consultation habituelle. On peut estimer que 50 fois sur soi, sur une cible, hein, par exemple la vessie, 50 fois sur soi, 25 fois sur la famille, puis 15 fois sur des patients, entre guillemets, normaux, à l'occasion d'un certificat médical, par exemple, eh bien, vous êtes compétent pour la cible en question. Et donc, des cibles, il y en a beaucoup. Donc, l'apprentissage se fait cible par cible en commençant par des cibles simples. Cette cible-là, par exemple, est simple. C'est la troisième que je vous crée, une coupe où la sonde se trouve en fait verticale en axillaire antérieur, hein. Eh bien, on a le foie, les vaisseaux sus-hépatiques, la veine cave inférieure et l'aorte. Il est évident que cette coupe est fondamentale parce que je peux dire il n'y a pas d'épanchement pleural, les vaisseaux suprahépatiques ne sont pas dilatés, la veine cave inférieure, elle respire, là, elle est statique, mais en fait, elle respire en dynamique, elle n'est pas dilatée, il n'y a pas de cœur droit. L'aorte, il n'y a pas d'anévrisme de l'aorte.
Et a priori, en tout cas sur cette coupe-là, pas de processus focal hépatique. Donc vous voyez, sur cette simple coupe, j'ai des réponses précises. Je vais m'entraîner sur moi-même, etc. Et ensuite, en consultation, très rapidement, je vais pouvoir m'entraîner. Vous allez tomber sur des images pathologiques. Ces images pathologiques, au départ, vous allez être un petit peu en difficulté, certes, mais vous pouvez déjà répondre de façon binaire. Ça n'est pas comme d'habitude. Il y a une anomalie, je vais demander un avis. Ensuite, dans un deuxième temps, vous aurez appris suffisamment pour être capable de répondre et vous demanderez volontiers d'ailleurs un avis, puisque vous êtes en soins primaires. On ne travaille pas seul, hein. Mais en soins primaires, vous avez diagnostiqué un processus focal de la thyroïde, par exemple. Merci Francis. Juste un point, je précise là sur le parcours d'apprentissage, c'est passionnant de pour être pris effectivement d'apprendre sur soi et de façon graduelle. J'indique, vu du point de vue d'Ecopen, pour tous les collègues qui souhaiteront le cas échéant s'équiper, c'est qu'on produit en même temps qu'on délivre la sonde des fiches d'exercices qui permettent de prendre la sonde, comme tu dis très justement et originalement, d'effectuer des selfies coupe par coupe avec des références dessinées simples avec tous les éléments d'environnement anatomique qui sont les coupes à retrouver et ce de façon graduellement compliquée. Voilà, c'est juste pour indiquer ça à nos utilisateurs et je te laisse avancer. Parfait, d'accord. Alors ensuite, bon, ici la carotide, vous savez, le carrefour carotidien, c'est quand même très intéressant et très important. On apprend l'anatomie. On apprend l'anatomie, on s'aperçoit que la carotide interne, elle est finalement plus externe. Eh bien oui, elle est plus externe, elle est plus postérieure, elle est plus grosse que la carotide externe, hein. Entre parenthèses, là, je vois l'intima, je vois qu'il n'y a pas de plaque. Donc, ça nous donne des renseignements que la clinique, la simple clinique, voire même le stéthoscope n'est pas capable de donner. Là, ici, pour une belle image que j'ai réalisée avec un Doppler pulsé, mais enfin, c'est pas grave, un Doppler énergie, pour bien voir l'anatomie de la carotide. Mais même pour le cœur, comme pour le reste, le selfie écho est tout à fait intéressant. Là, ici, je m'entraîne sur une coupe grand axe avec un ultra portable. Ça me permet de m'entraîner pour repérer la valve mitrale, l'aorte thoracique, le ventricule droit, le ventricule gauche, l'oreille gauche. Vous comprenez que cette coupe, elle est extrêmement intéressante. J'ai deux valves qui sont parfaitement visualisées et surtout, je peux éliminer quelque chose qu'on appelle l'anévrisme de l'aorte. Ici, on a une aorte qui est normale. Vous voyez, elle fait 30, entre 30 et 35 mm ici en mesurant. Mais chez ce patient-là, alors là, elle est normale. Chez le patient suivant, vous voyez qu'elle mesure facilement 55 mm. C'est une ectasie de l'aorte thoracique. Ce patient, actuellement asymptomatique, eh bien, en fait, il est temps de l'adresser au cardiologue, hein. Donc, en traumatologie, alors c'est vrai que vous n'êtes pas tous médecins correspondants SAMU, mais si vous avez l'occasion d'observer un patient dans le cadre d'une urgence, vous allez voir sur cette coupe abdominale qu'il y a un épanchement. L'épanchement, vous ne pouvez pas ne pas le voir parce que dès que c'est très pathologique, les images deviennent belles, elle devient évidente. Donc, plus c'est facile, plus les images sont visibles, plus en fait il y a de la pathologie parce qu'il y a du liquide. Vous voyez que l'analogie entre les images échographiques et la réalité chirurgicale sont flagrantes, hein. Ici, vous allez avoir également d'autres éléments. C'est les corps étrangers. Vous voyez que des structures cristallines donnent des images fortes en échographie. C'est extrêmement sensible. Donc, il y a une écosensibilité liée aux images cristallines. Là, en l'occurrence, c'était une expérience qu'on avait faite. On avait introduit un caillou dans un morceau de viande et on s'était pour voir un peu ce qui se passe. Là, on voit très bien les images cristallines, mais le bois, un morceau de bois, pareil. Un morceau de bois, une écharde se voit très bien en échographie parce qu'il y a une très forte sensibilité. Donc, l'écho est performante pour ce genre de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, vous l'avez vu pour la rupture splénique, ici c'est une épaule. Dès qu'il y a une pathologie importante au niveau d'une articulation, il y a du liquide. Eh bien, ces liquides sont particulièrement visibles au niveau de l'écho.
hein. Et donc, l'échoscopie ou votre échoscope va vous permettre de visualiser ici un double épanchement. On est certain qu'il y a une lésion des rotateurs, c'est une certitude, hein. Là, le grand axe, je passe rapidement. Là, cette fois-ci, on a vu cette rupture splénique. Mais il n'y a pas que la rupture splénique. Vous avez quelqu'un qui s'adresse, qui vient vous voir avec un traumatisme oculaire, un coup de poing en l'occurrence, violent, dans une rixe. Eh bien, l'écho va permettre, évidemment, très facilement, en mettant un tégaderme sur l'œil et puis du gel, vous aurez des images de très bonne qualité assez facilement, permettant d'être performant et de dire, bah, écoutez, je vois bien l'air optique, mais quand même, il y a une image anormale à côté. Vous allez me dire que là, vous envoyez a priori faire un scanner, mais vous n'avez pas forcément le scanner sous le coude. Ici, c'est une observation qui a été faite par des confrères après la formation à Madagascar. Et bien, il se trouve que cet enfant de 12 ans a une cholécystite chez un enfant de 12 ans. Vous voyez à gauche, il y a une vésicule biliaire avec une cocarde très importante. C'est en fait la musculeuse qui est œdémaciée. Et vous voyez que le diagnostic a pu être fait tout de suite. Cholécystite aiguë alithiasique chez un enfant de 12 ans. Et en fait, l'hypothèse d'une cholécystite sur une bilharziose a été évoquée. L'enfant a été mis sous antibiotique et sous antibilharzien. 5 jours après, l'écho a permis de montrer qu'il y avait un résultat non seulement clinique, mais échographique. Donc, très grande performance de diagnostic rapide, mais aussi sur l'observation de l'évolution, hein. Alors, une pleurésie, ben, les pleurésies, c'est quand même extrêmement fréquent. La pathologie, on a parlé tout à l'heure du Covid, qui avait été un accélérateur pour découvrir que l'écho pulmonaire était possible et très, très valable. En effet, il y a des images très spécifiques sur le Covid, en particulier au niveau de la plèvre. Mais là, en l'occurrence, vous avez une pleurésie basale droite secondaire. Eh bien, vous la voyez parce que c'est une image liquidienne et les liquides se voient extrêmement bien avec une très grande sensibilité en écho. Ici, une image plus subtile Francis, sur le cœur. Oui, pardon. juste un petit appoint en termes de ROCO. On a été informé par le docteur Gilles Mangiapan, qui est un des experts de l'échographie pulmonaire, que la Société de pathologie pulmonaire de langue française s'apprête à publier des recommandations autour des examens d'imagerie de première intention pour le dépistage enfin, pour le diagnostic d'infection pulmonaire. Et ces recos prévoient en première ligne l'échographie pulmonaire plutôt que la radio de thorax. Je crois que c'est assez historique. Alors, sur d'autres signes, peut-être que tu y reviendras, qui sont les lignes B, qui sont assez caricaturales, assez simples à acquérir. Voilà, juste un petit point de Oui, recours. tu as tout à fait raison. On va en reparler, hein. Mais c'est en effet, il faut savoir que l'auscultation par l'écho équivalent, à condition bien sûr de quand même d'ausculter vraiment, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'ausculter en parasternal gauche, hein. Vous faites une auscultation, exactement comme avec le stéthoscope, vous auscultez devant, sur les côtés et derrière. Si vous faites la même chose avec un échographe de poche, eh bien, vous avez l'équivalent d'une radiographie et même avec plus de performance. C'est ça que ça veut dire. Et ça, il faut le savoir, c'est très, très nouveau, hein. Mais aussi au niveau cardiaque, vous pouvez tout à fait voir dans le cœur, ici, dans la ventricule gauche, une image hyperéchogène. Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est un thrombus? En l'occurrence, là, c'est un thrombus, mais ça aurait pu être une tumeur de l'oreillette gauche, du ventricule gauche, hein. Donc ici, vous avez un cœur entouré de liquide. Il est évidemment important de le voir. Là, on voit mieux encore ce cœur qui est entouré de liquide. Je vous ai dit, dès qu'il y a du liquide, en fait, on ne passe pas à côté. Là, ici, c'est un cœur qui est menacé de tamponnade. En l'occurrence, il est temps de mettre une aiguille, hein, pour vider cet épanchement. Vous voyez le liquide ici autour du cœur, hein. Donc, ici, vous avez à gauche une péricardite tuberculeuse, en l'occurrence, en observant à gauche l'épanchement péricardique et à droite, vous avez le résultat après 3 mois de traitement antituberculeux, hein. Vous voyez, donc là, c'est quand même un diagnostic qui a été fait grâce à l'échographie initialement, hein. On a parlé de l'échographie pulmonaire. Ici, vous avez
l'image qui est très facile à obtenir, qu'on voit parfaitement avec un ultra portable, c'est-à-dire la côte. Vous avez ici une image un petit peu en chauve-souris avec les ailes de chauve-souris, et puis entre les deux ailes, vous avez ici, là, la plèvre. Hein. Cette plèvre, à partir du moment où elle glisse, elle bouge, où vous avez des lignes de répétition, vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas de pneumothorax. Hein. Donc, c'est quand même important. En l'occurrence, dans le Covid, vous avez une image en double rail qui est tout à fait caractéristique, le scanner montrant en fait une image en verre dépoli. Hein. Mais sur le Covid, c'est exceptionnel. Vous avez des images très précoces avant même la désaturation du patient. Hein. En ce qui concerne le péritoine, de même qu'on peut observer facilement la plèvre à cause de l'air qui est derrière, le pneumopéritoine se voit parfaitement en échographie. On n'a pas besoin de faire un ASP. Vous mettez le patient, vous n'y voyez rien, il y a de l'air. Vous mettez le patient sur le côté et ça fait comme un rideau qui se lève et vous voyez apparaître le foie qui montre bien qu'il y a un pneumopéritoine puisque c'est l'air qui a migré comme une montgolfière qui se met à monter. Hein. Mais on peut s'intéresser aux testicules. Si vous avez un testicule normal ou un testicule avec des microlithiases, en l'occurrence, c'est un testicule qui contient des microlithiases, vous les voyez. Si c'était un cancer, vous auriez un processus focal qui se verrait parfaitement. Pour la recherche de la voie biliaire principale, ici, je vous ai montré que l'anatomie montre bien la voie biliaire ici principale. Sachez que cette voie biliaire principale, en échographie, se voit très bien et que lorsqu'elle est dilatée, en avant de la veine porte, on peut la repérer sans problème. Mais on peut aussi, au cours d'une exploration d'une articulation, un gros genou, est-ce qu'il y a du liquide, est-ce qu'il n'y a pas de liquide? Là, à l'aveugle, on peut toujours mettre une aiguille, bien sûr, mais c'est bien d'avoir vu l'image avant de mettre l'aiguille, d'avoir éventuellement observé quel est l'endroit où j'ai un accès le plus pertinent. Ici, on a fait à l'aveugle avec des repères classiques, mais c'est quand même pas mal, surtout quand on est un peu novice, de mettre la sonde, de repérer l'emplacement idéal pour ponctionner. Sur ce Ici, sujet-là, de pardon, nouveau, oui, petit point, si tu peux le permettre. oui, oui, bien Euh, sûr. Très très beau papier, travail vraiment monumental autour des recommandations, localisation par échographie avant geste, alors qu'il s'agit essentiellement des gestes de cathétérisme, sur du cathétérisme central. Donc la Cochrane, a fait une revue systématique. Vraiment, c'est une thèse de 200 pages et qui indique à quel point les gestes sont sécurisés lorsque, en effet, on n'agit pas à l'aveugle. Juste un point, et évidemment, si vous avez besoin de références, je parle à l'ensemble de nos collègues, n'hésitez pas dans le chat où je vous laisse mon email de toutes les manières. Si vous voulez plus d'informations déduites des revues systématiques que nous avons faites. Pardon, Alors, Francis. non, pas du tout. Donc, dans l'aide au diagnostic, j'ai quelqu'un, la même personne, qui se présente avec une impotence fonctionnelle du genou, une tuméfaction dans le creux popité, je ne suis pas trop sûr. Je pose ma sonde. Il y a un kyste de Baker qui est évident, qui est important. Il se trouve qu'il est compressif, qui comprime le nerf popité. Donc, du coup, c'est pas mal, en l'occurrence, dans ce cas-là, puisqu'il y a une gêne symptomatique, d'aller mettre une aiguille. Mettre une aiguille dans le creux popité, si on n'a pas d'image, c'est quand même un petit peu hasardeux. Hein, il y a des gros vaisseaux. Mais si j'ai une image échographique, je peux me permettre de le faire. Ensuite, la vésicule ombilicale. Alors, cette vésicule ombilicale, là, on est dans le pelvis, chez une femme enceinte, le test de grossesse est positif. La question fondamentale, est-ce que c'est une grossesse extra-utérine? Le problème de la grossesse extra-utérine, c'est qu'elle est extrêmement grave et qu'elle est à l'origine d'une mortalité très importante maternelle et infantile. Donc, du coup, question, est-ce qu'il y a une grossesse dans l'utérus? Les bêta-HCG sont positifs, je vous l'ai déjà dit. Eh bien, si je vois une vésicule ombilicale dans la cavité, donc là, on est à 6 semaines de grossesse, 5-6 semaines, vésicule ombilicale, elle est présente, eh bien, je peux affirmer que la grossesse est intra-utérine. C'est donc un élément très important.
Un peu plus tard, là, je suis certain, bien entendu, que c'est une grossesse intra-utérine, mais je vais pouvoir faire des mesures. Alors, si je ne dispose pas de caliper, je peux quand même, en m'aidant de ce qui se passe latéralement, vous avez un curseur qui permet de savoir quelle est la dimension en fait de la longueur céphalo-caudale. Je vais pouvoir faire une mesure qui me permet d'avoir un âge échographique. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir un âge échographique en début de grossesse. Euh, mais je peux avoir affaire à une personne qui présente des douleurs ou des douleurs hépatiques, ou en tout cas un tableau qui m'évoque une possible cirrhose hépatique. Eh bien, à gauche, j'ai un foie normal, à droite, j'ai un foie cirrhotique avec en plus de l'acide. Genre, une fois de plus, quand il y a du liquide, les images sont beaucoup plus simples à voir, hein. Donc, c'est quand même important et intéressant d'avoir une certitude diagnostique qu'il y a effectivement une cirrhose hépatique. Là, on a plusieurs signes, du liquide, une surface du foie irrégulière et bien sûr la présence d'acide et puis la disparition des vaisseaux. Les vaisseaux ne sont plus visibles dans le foie. C'est caractéristique d'une cirrhose, hein. Là, j'ai un tableau de suspicion de pyélonéphrite gauche. Bon, plutôt, j'ai un doute sur une splénomégalie, pardon, un doute sur une splénomégalie ou un doute sur une cirrhose. En l'occurrence, j'ai vu qu'il y avait des images en faveur d'une cirrhose, mais je peux également vérifier la rate. Et là, il y a une hypertension portale, une splénomégalie, également de l'acide qui va se voir avec même une dilatation de la veine splénique. J'ai une certitude qu'il y a une hypertension portale dans le cadre d'une cirrhose, hein. C'est donc un élément majeur qui va me faire gagner beaucoup de temps dans l'élaboration des diagnostics. La veine cave inférieure non dilatée, pour moi, c'est très intéressant, c'est facile à obtenir, je l'ai vu, je vous l'ai montré initialement. Si la veine cave inférieure n'est pas dilatée, a priori, il n'y a pas de cœur droit, hein. S'il n'y a pas de cœur droit, ben, c'est quand même un élément favorable pour penser qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire si j'ai une suspicion d'embolie pulmonaire. Donc, c'est un élément. Si c'est une déshydratation aiguë, j'aurai par contre une veine cave inférieure qui sera collapse. Et donc, ça va me permettre de surveiller, y compris le remplissage du patient, hein. Je dirais qu'en médecine générale, on n'a pas forcément dans cette configuration-là. Oui, mais certains médecins généralistes isolés ou dans certaines parties du monde, il n'y a pas tant de confrères disponibles immédiatement. Il faut se débrouiller, hein. L'échographie de l'abdomen permet de repérer assez facilement des adénopathies. Ici, on a des adénopathies derrière le pancréas. Donc, en l'occurrence, dans le rétropéritoine, on voit le rachis en profondeur. Ces adénopathies sont tellement grosses qu'on ne peut pas passer à côté. Elles sont très suspectes, elles sont hypoéchogènes, il y a pas de, elles sont arrondies. En l'occurrence, un lymphome, mais bien sûr, je ne vais pas dire que c'est un lymphome, mais j'ai des adénopathies suspectes dans le rétropéritoine et je ne passerai pas à côté. Ici, pareil, j'ai posé ma sonde au niveau de la xiphoïde à plat avec une sonde convexe. Ce n'est pas une sonde cardiaque, mais ce n'est pas grave. Je vais avoir cette coupe qui va me permettre d'avoir à peu près une coupe de cœur 4 cavités. En l'occurrence, c'est un cœur 4 cavités. Plus le cœur est gros, plus il sera visible. En l'occurrence, là, j'ai un cœur gauche qui est plus gros que le cœur droit. C'est non pas l'inverse, je n'ai pas de cœur droit. C'est un élément majeur qui m'intéresse dans le cas d'une suspicion éventuellement d'embolie pulmonaire. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ici, j'ai à gauche un pancréas normal. On repère la veine cave, l'aorte, l'artère mésentérique supérieure, la veine splénique. Ça, on apprend sur soi-même, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une formation au minimum initiale de débrouillage, mais ensuite, on s'entraîne sur soi-même. Cette coupe-là, on arrive très bien à la faire sur soi-même. Une fois qu'elle est bien acquise, on vérifie chez ces patients. Là, à gauche, un pancréas normal, à droite, un pancréas anormal avec des calcifications. C'est une pancréatite chronique, hein, c'est un alcoolique avec des calcifications qui sont caractéristiques de la pancréatite chronique. Là, tableau de pyélonéphrite. Ah, quand même, et ça serait peut-être une pyélonéphrite fébrile, douleur à la fosse lombaire gauche. Je compare le rein droit à droite pour le même patient avec le rein gauche. Manifestement, le rein gauche est globuleux. C'est un rein de pyélonéphrite aiguë, hein. Et là-dessus, je ne vais pas en rester là. Je ne vais pas m'adonner un antiseptique urinaire. Je vais l'adresser
ou en tout cas le traiter avec une céphalothrombe si je n'ai pas les moyens d'hospitaliser. Hein. Ensuite, la paroi digestive. Ben, écoutez, on a vu que l'écho pulmonaire était extrêmement intéressante, mais l'écho digestive aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'une paroi digestive, en dehors de l'estomac, atteint 3 mm ou au-delà, eh bien, on peut affirmer qu'il y a une inflammation de la paroi. Pourquoi? Parce que, comme pour la vésicule biliaire, la couche musculaire de la paroi va être édémaciée, et donc, du coup, on va avoir une image hypoéchogène en cocarde. Très intéressant, évidemment, pour nous. Ici, épaississement de la paroi au niveau du côlon gauche, sigmoïdite. Hein. Surtout que le contexte montre qu'il y a une inflammation. On a vu aussi que dans le pelvis, il peut y avoir, en dehors de la vessie, il peut y avoir des images anormales. Ici, chez une femme de 92 ans, des images anormales correspondant à un cancer de l'ovaire cloisonné. Hein. Francis, on a une question dans le chat pendant que tu es Oui. sur les sondes abdos, enfin l'écho-abdos. Est-ce qu'il y a des signes d'échographie en cas de pancréatite aiguë et si oui, lesquels? Question de Alors Fériel. oui, dans la pancréatite aiguë, il y a des signes, en effet. Vous voyez que le pancréas, je suis en train d'essayer de défiler un petit peu ça, ça ne marche pas très, très bien. On va y arriver, ne inquiétez pas. Là. Voilà, ici, Vencave. En fait, dans la pancréatite, voilà, le pancréas. Vous voyez que à gauche, là, ici, je ne sais pas si vous voulez voir mon curseur. Vous voyez, le pancréas, la tête du pancréas est ici. Il est limité par la veine cave inférieure et par l'estomac qui est là. Hein. Là, c'est du foie. Vous voyez que dans un pancréas normal, le pancréas est plus échogène que le foie. Hein. Dans une pancréatite aiguë, dans une pancréatite chronique, il y a des calcifications. Le pancréas reste très échogène avec des calcifications. Et vous voyez qu'ici, là, regardez, vous avez un élément du pancréas qui devient hypoéchogène, moins échogène que le foie. Ça, c'est un signe d'inflammation du pancréas. Donc, dans la pancréatite aiguë, le pancréas devient hypoéchogène, c'est-à-dire moins échogène que le foie. Donc, la réponse, c'est oui. Dans une pancréatite aiguë, on a des signes qui sont très suspects, un pancréas éventuellement augmenté de volume et surtout qui devient moins échogène que le foie qui est juste à côté. J'espère avoir répondu à la question. Dans le cas du rein, de la même façon, le fait d'avoir deux reins, quand il y en a deux, ça permet de comparer un rein avec l'autre. Ici, une symptomatologie sur le rein gauche, fosse lombaire douloureuse, de la fièvre, une CRP augmentée. Bien écoutez, en fait, ce rein est anormal. On pourrait aller plus loin si les pyramides de Malpighi sont trop visibles, etc. Enfin, qu'importe. On a une pyélonéphrite aiguë, hein, échographique. Dans la paroi digestive, je disais que l'épaisseur de la paroi est très importante, 3 mm. Au-delà de 3 mm, on a une inflammation. Ça va nous servir dans les parois digestives dilatées, dans la rectocolite hémorragique, dans plein de choses, et surtout la sigmoïdite, mais aussi dans l'appendicite et dans plein de choses, et dans les tumeurs également abdominales. Hein. Donc, l'ovaire, je vous en ai parlé, mais aussi l'utérus, un dispositif intra-utérin. Est-ce qu'il est en place? Là, il est en place. Là, il ne l'est pas. Hein. Donc, évidemment que vous allez très vite apprendre à vérifier les stérilets en place ou pas en place. Alors, je vais en arriver à la conclusion pour laisser un petit peu de temps pour le débat. L'échographie en soins primaires est une échographie qui doit être réalisée exactement et de la même façon que vous réalisez une auscultation. En fait, c'est une auscultation visuelle du patient. Il n'y a pas d'endroit où ça ne soit pas possible. La motivation, c'est de confirmer une impression clinique ou dans l'arbre décisionnel du diagnostic différentiel, de s'orienter vers une hypothèse plutôt qu'une autre. D'une façon générale, ça va accélérer votre prise en charge parce que ça va accélérer votre compréhension de la pathologie concernée par le problème clinique. Hein. Donc, vous allez pouvoir, avec des arguments imagés, pouvoir convaincre à la fois vous-même, hein, déjà, je suis convaincu du diagnostic, vous allez convaincre votre patient qu'il faut prendre en charge le problème, ce qui va donc faciliter la prise en charge du patient et son observance.
c'est parfaitement démontré, hein. Et également, vous allez faciliter l'accès à des soins secondaires, voire tertiaires de votre patient. J'ai eu un exemple cette semaine d'un patient avec une épaule, avec une image, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, avec une image d'une double, comment dire, épanchement, double épanchement. J'ai pu obtenir un arthroscanner en 48 heures alors que le patient est en Lozère, hein. Donc en 48 heures, j'ai un arthroscanner parce que vis-à-vis du radiologue, j'ai des arguments forts, incontournables. Double épanchement de l'épaule, il y a automatiquement une lésion grave au niveau des rotateurs, hein. Donc, ça va faciliter la prise en charge du patient et également le discours auprès de vos confrères. Enfin, et peut-être que c'est le plus important, ça va vous permettre de mieux comprendre en fait la médecine, d'apprendre la médecine. Au fond, nous l'apprenons tous les jours. Ce sont nos patients qui nous apprennent la médecine. Et vous allez devenir beaucoup plus performant dans votre diagnostic clinique. Vous allez devenir un meilleur clinicien et vous allez avoir une satisfaction personnelle, évidemment, d'avoir progressé dans votre capacité diagnostique. Voilà, j'en ai terminé sur cet exposé, mon cher Mehdi. Merci Francis, c'était passionnant. La séance de questions est ouverte. Alors, vous n'avez pas entendu, on l'ouvre pour initier l'ensemble de vos interrogations, ce dont on vous remercie. On a nos participants qui seraient ravis d'avoir une formation telle que celle que tu viens de dispenser sur les principes de l'échographie pour un médecin débutant. Donc, c'est noté, et on tâchera d'organiser d'autres séances. Du coup, pour rebondir sur cette question, Francis, qu'est-ce que toi, tu proposerais pour un médecin qui vient d'acquérir une sonde et qui est naïf de l'échographie dite clinique? Quels seraient les jalons de l'apprentissage pour être en confiance et réaliser de l'échographie en cabinet de médecine générale? Alors moi, je pense que nous avons la chance, en tout cas en France, d'avoir des formations agréées, un DPC, hein, qui sont indemnisées pour nos médecins installés. Pour les internes, ça ne l'est pas, mais peut-être que dans certains cas, c'est le cas où Vence, nous-mêmes, nous payons ces formations à nos internes, hein, parce qu'on pense que c'est fondamental. Donc, de faire une formation dans un organisme agréé. Bon, moi, si je pêche pour ma paroisse, le CFFE sur la région de Nîmes est un de ces organismes-là, mais il y en a d'autres, hein, dans toutes les régions de France. Vous allez trouver d'autres organismes qui vont vous former sur 2, 3 jours, au moins sur le débrouillage, pour pouvoir démarrer, savoir comment on place une sonde, quelles sont les images que l'on peut obtenir et pour pouvoir se débrouiller, démarrer sur soi-même, puisque, comme je vous l'ai expliqué, de mon point de vue, à partir du moment où ce débrouillage a été fait sur 2, 3 jours, il existe des formations en 2 jours, en 3 jours, une fois que vous avez ce débrouillage, vous pouvez vous entraîner sur vous-même. Et à ce moment-là, vous allez faire cible par cible, 50 fois sur vous-même, hein. Est-ce que je peux voir mon rein droit? Est-ce que je suis capable de bien l'identifier? Est-ce que je suis capable d'avoir une idée de sa taille? Est-ce que j'ai bien identifié le sinus et également la différenciation cortico-médulaire? Est-ce qu'il y a une dilatation piélo-calicielle? Si je peux répondre à ces questions, déjà sur moi-même, eh bien, et que je peux le faire sur ma famille, les membres de ma famille, une quinzaine de fois, 50 fois sur moi, 15 fois chez les membres de ma famille, je vais le tester en cabinet. Et en cabinet, je vais le faire sur des patients normaux, hein. J'ai une consultation qui me laisse un petit peu de temps. Hop, je regarde une seule cible, son rein droit, hein. Et puis, une fois que je suis certain d'y arriver, je vais considérer que je suis compétent pour cette cible-là. Et je vais m'entraîner, par exemple, sur le rein gauche, hein. C'est une autre cible. Eh bien, le rein gauche, un peu plus difficile, il faut être en axillaire postérieur, etc. Eh bien, je vais faire la même démarche, et ainsi de suite. Eh bien, quand vous aurez fait 40 cibles, vous aurez déjà une capacité diagnostique de très haut niveau, hein. Voilà comme il Merci, faut merci faire. Francis. Et peut-être juste pour compléter ta réponse et l'anglais du point de vue des services qui sont proposés par Ecopon et pour ceux qui ne sont pas en France et qui n'ont pas accès immédiatement à des formations, sachez que donc la sonde est livrée avec un ensemble de fiches
qui permettent de répondre à ce qu'indiquait Francis, à savoir pouvoir de façon progressive à effectuer des coupes de qualité avec les critères de qualité qui sont livrés sur soi, ses proches, et par ailleurs la sonde a une application compagnon qui permet en fait de partager les cas sur une application avec une revue par pair. Et puis le cas échéant, on peut mettre en place, bien entendu, des rendez-vous en one-to-one avec nos experts de façon à pouvoir vous assister à distance. Donc, tout le parcours d'apprentissage, d'onboarding, comme on dit en bon français, est pris en main par Ecopen. Et on note le fait que les collègues demandent une séance, on va dire, vraiment plus centrée sur les usages pour le primo apprenant. Alors, je pense, pour compléter ma réponse et la tienne, qu'il y a un deuxième élément que je trouve extrêmement intéressant, c'est de créer un groupe de pairs avec ses confrères, qui serait un groupe de pairs éco-cliniques. Alors ça, c'est un élément que moi, personnellement, je développe au sein même du CFFE, hein, avec un groupe de pairs d'ailleurs qui est sous forme de webinar. C'est tous les jeudis pendant une demi-heure. Il y a comme n'importe quel groupe de pairs, il y a des cas qui sont exposés par les membres du groupe, hein, et avec un partage d'idées et un expert qui répond aux questions que le groupe n'a pas pu démêler. Ça, c'est un élément que je trouve important, un groupe de pairs éco-cliniques en lien avec un expert, hein. Je crois qu'Ecopen a prévu aussi des possibilités d'interroger un expert lorsque le groupe n'est pas en capacité de répondre. Absolument, et je crois que ce que tu dis, Francis, c'est important, hein. Il nous appartient en tant que professionnels de santé, étant donné l'intérêt et la sécurité des patients, hein, l'intérêt de l'usage de l'échographie, de nous mobiliser par tous les moyens et notamment de s'organiser. Il n'est interdit à personne de s'organiser de façon collective et de promouvoir effectivement cette pratique qui est importante. On a Ahmed Hayat qui nous demande le temps pour un généraliste qu'il faut pour maîtriser l'écho. Qu'est-ce que tu en penses, Alors, en fait, c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit, hein. On a fait une étude avec neuf médecins généralistes novices qui n'avaient jamais fait d'écho et qui étaient en plus en primo-installation et en zone rurale, hein. Ils ont eu 3 jours en fait de débrouillage. Je vous ai dit que c'était indispensable d'avoir 2, 3 jours de débrouillage initial. Et ensuite, ils ont été livrés à eux-mêmes en consultation. Ils avaient 10 cibles à voir, hein. Des cibles majeures, comme par exemple présence d'un épanchement, présence d'une lithiase vésiculaire, présence d'une grossesse extra-utérine, fracture des os des extrémités, présence d'une pneumopathie, présence d'un anévrisme de l'aorte et présence d'une GU. Vous voyez, sur ces 10 cibles-là, eh bien, les 9 médecins ont été d'emblée performants. D'emblée performants, sur 11 mois d'études. Et donc, avec zéro erreur. C'est ça qui est intéressant, zéro erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas, on sait qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que là, ce n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que si l'échographie n'a rien apporté, on n'a pas compris les images, la clinique, elle, demeure, eh bien, à ce moment-là, on peut se dire à soi-même, bah, cette fois-ci, l'écho n'a pas été contributive. Soit parce que ce jour-là, le patient n'était pas du tout échogène et puis je m'y suis mal pris, ou alors où ma compétence pour cette cible-là n'est pas suffisante. Mais dans tous les cas de figure, on sait qu'on ne sait pas, hein. Donc, il n'y a pas de danger, si vous voulez. Et donc, on peut, au bout de quelques semaines, déjà, sur la thyroïde, sur la vessie, sur le rein, être compétent. J'allais dire, en 2, 3 semaines, on a une compétence sur ces cibles-là. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de démêler dans l'expertise toute pathologie du rein, mais on peut dire de façon certaine, ce rein n'est pas normal, il n'est pas comme d'habitude. Et en soins primaires, c'est suffisant.
hein. Cet objectif est suffisant. Il est certain qu'au bout de quelques mois et quelques années a fortiori, et a posteriori, quelques années, on va être capable même de devenir quasi expert sur des pathologies courantes, hein. Voilà. Merci, merci, c'était très intéressant, Francis. Alors, comme j'ai des questions sur Ecopon et la gamme euh, ou la portabilité, je me permets juste de faire une incise Réponds à ma place. Oui, vas-y. et de vous présenter juste en une ou deux slides ce qu'on fait. Alors, il faudrait que tu arrêtes le partage et que j'active le mien, Francis. C'est fait. Hop. Voilà. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Faut C'est que tu bon, mettes ok. plein écran, peut-être. Rapidement, donc bon, des éléments toujours le santé publicien qui parle, hein. Lorsqu'on compare écho plus examen clinique versus examen clinique seul, dans un cas sur deux, le diagnostic est redressé. Et alors, c'est des études du BMJ. En fait, dans l'étude, l'étude va même un peu plus loin, c'est dans un cas sur trois, on redresse la prescription thérapeutique. Donc, c'est un point central. Donc, Ecopon, c'est une sonde d'échographie ultra portable qui est dédiée à l'orientation diagnostique. Elle vous permet d'imager de la superficie à la profondeur. Donc, vous pouvez, dans un même device, aller sur de l'abdomen, du thorax, du superficiel, avec une sonde qui est connectée à tout type de smartphone, que ce soit iOS, Android. On a pris soin en termes d'accessibilité, qui est vraiment, encore une fois, la mission d'Ecopen, d'être compatible à une large gamme de téléphones, à savoir 400 téléphones. Et la sonde est robuste, elle est robuste à la chute. Euh, la batterie dure longtemps. Je ne pense pas l'avoir précisé, donc la connexion est sans fil, donc, qui vous donne une ergonomie maximale. Et la sonde est environnée. Elle est environnée avec un cloud qui vous permet de récupérer vos données en vue de la cotation notamment, et le cas échéant pour ceux qui commencent à apprendre, de partager les images sur une application dédiée où vous pouvez solliciter des experts. Euh, un dernier point, et un point majeur, c'est que dans l'accessibilité, notre affaire, c'était de se ramener le plus proche des outils qu'on utilise dans l'examen clinique en termes de prix. Donc la sonde est à 980 euros, l'abonnement étant offert la première année. Et puis ensuite, vous avez accès tous les 3 mois à des mises à jour majeures, notamment en termes d'intelligence artificielle, puisqu'il y a une question à ce sujet dans le chat. Donc, début 2025, on va déployer une IA sur la détection du globe vésical et la fonction bladder scan, donc volume résiduel de la vessie calculé automatiquement, et par la suite, une IA sur le calcul automatisé de la FEVG, et enfin, une IA qui permettra de détecter, caractériser les masses. Tout cela est développé en prototype, alors en prototype fonctionnel, hein, donc ça tourne sur des smartphones, il y a un temps de validation clinique et réglementaire. Voilà, donc la sonde, elle est 3-4 fois moins chère que l'ensemble de ce que font nos concurrents, et elle a été développée au cœur même de l'institution qui est la PHP, de façon très étroite avec un bassin d'experts, de façon à ce qu'elle soit le plus appropriée aux usages en médecine générale, pour ce qui est de la médecine de ville, et en médecine d'urgence ou en médecine interne, pour ce qui est de la médecine hospitalière. Voilà un point pour répondre à une des questions. Alors, je libère de nouveau mon créneau puisqu'on a d'autres questions pour toi, Francis. Donc, j'arrête le partage. Hop, et je te laisse reprendre la main et je découvre les questions. Une question sur la veine cave inférieure, Francis, où il nous Oui. dit les mesures normales de la veine cave inférieure. Alors, sur la veine cave inférieure, n'oubliez pas que cette veine cave inférieure, la première mesure en fait que l'on doit regarder, c'est est-ce que la veine cave inférieure respire. Une veine cave inférieure, en principe, respire
normalement, elle respire avec le patient, bien entendu. Si elle ne respire plus, eh bien déjà, c'est un signe de dilatation. Hein. Une veine cave inférieure qui ne respire pas du tout, qui reste ouverte, va être pour vous le premier signe, la première alerte. Hein. Je préfère en fait répondre comme ça parce que, au fond, ce qui nous intéresse, nous, en écho rapide de soins primaires, c'est d'avoir une réponse immédiate de façon binaire, j'allais même dire au coup d'œil, sans même mesurer quoi que ce soit. Vous regardez la veine cave inférieure, elle est très visible par rapport à l'aorte qui est à côté, elle fait pratiquement l'aorte, hein. Elle fait, mettons, 2,5 cm, 3 cm. Elle ne bouge plus, elle ne respire pas. Hein. Elle paraît presque plus grosse que l'aorte qui est à côté. Je vous ai montré cette image axillaire latérale. Et elle ne respire plus. Habituellement, les vaisseaux sous-hépatiques qui sont directement visibles sur cette coupe-là sont eux aussi trop bien visibles. Vous avez un cœur droit. Vous avez une hyperpression droite. Hein. Je préfère répondre comme ça plutôt que de vous dire une mesure précise. Parfait. Un de nos collègues insiste sur l'intérêt de l'écho-abdo sur appendicite, occlusion intestinale. Et là, toujours avec ma casquette de santé publicien, très vigilant sur la littérature. En effet, on a une littérature de plus en plus importante sur l'intérêt avec une sensibilité très forte de l'écho pour la détection de l'appendicite et l'occlusion intestinale, qui n'était pas un sujet tout à fait périmétré dans l'échographie clinique, mais qui semble être tout à fait probant. Juste sur la veine cave inférieure, un point d'appoint. Sur la partie vasculaire, je dirais. Pour répondre à une question d'une de nos consoeurs, oui, Ecopen permet de faire de la détection de TVP, notamment au travers de l'écho de compression 4 points, qui est aujourd'hui state of the art. Et par ailleurs, sur la veine cave inférieure, il y a la notion d'évaluer le statut en termes d'hydratation du patient. Et il y a une littérature qui est un peu moins tranchée sur ces sujets. En revanche, des papiers récents, si ça vous intéresse, je pourrais vous les transmettre, sur l'intérêt de regarder la compliance de la jugulaire. Alors qui remonte en fait, qui est une idée qui a une trentaine, quarantaine d'années. On faisait à l'époque des jugulogrammes et il semble que la compliance de l'écho pour savoir le statut d'hypertension du patient, la compliance de la veine jugulaire semble tout à fait probante. Voilà. Alors, ça mérite plus de preuves encore dans la littérature, mais ce sont des sujets discutés aujourd'hui. On a un collègue qui pose une question, cher Francis, sur les mesures des veines mésentériques et spléniques. Alors là, on rentre dans vraiment la radiologie de spécialité. Je pense qu'on n'est plus tout à fait dans l'échographie clinique, mais je te laisse répondre. Oui, là, on est. N'oubliez pas que, au fond, notre objectif en médecine générale, c'est de répondre à des questions, on va dire, qui orientent d'emblée sur des diagnostics majeurs. Par exemple, dans une cas d'une douleur abdominale aiguë, est-ce qu'il y a ou pas du liquide dans le péritoine? On a parlé de l'appendicite aiguë. L'appendicite, c'est pas parce que je n'ai pas vu l'appendice avec l'écho que je vais dire qu'il n'y a pas d'appendicite. Ça serait ridicule. Par contre, si j'ai pas vu l'appendice, d'accord, je l'ai pas vu, mais par contre j'ai du liquide dans le cul-de-sac de Douglas, ça je le verrai. Dans le liquide dans le Douglas, eh bien je dirais c'est une urgence abdominale puisque j'ai un tableau compatible avec une appendicite aiguë et en plus j'ai du liquide dans le Douglas, donc je suspecte une péritonite. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'écho ne se substitue pas à la clinique. Donc en ce qui concerne la splénique et l'artère mésentérique, il est certain que moi, je vais faire une indice de résistance, un indice de Pourcelot sur l'artère mésentérique et sur la splénique. Mais ça, c'est quand même, là, on a affaire à de la déco expert. Et moi, je pense que ce n'est pas le sujet. Nous, notre objectif, c'est de déblayer d'emblée une urgence aiguë, compatible avec un diagnostic écho rapide et binaire, incontestable. Je répète, une urgence chirurgicale abdominale, habituellement, il y a du liquide.
Si je ne l'ai pas dans le Morrison, je vais l'avoir peut-être dans la cavité des épiplombs à gauche ou dans le Douglas, mais j'aurai du liquide. Hein. Si j'ai un infarctus mésentérique ou un infarctus splénique, là, effectivement, il me faudra des appareils plus performants et sans doute un œil beaucoup plus expert. Je passerai la main à ce moment-là aux imageurs ou aux angiologues. Hein. Voilà, ce qui répond aussi à une question d'une de nos collègues qui demande effectivement ce qui se passe lorsque l'échographie est non contributive. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne vais pas parler pour l'appendicite de sensibilité, j'en parlais spécificité. Et en effet, hein, sous ton contrôle, Francis, lorsque l'écho n'est pas contributive et que le doute clinique subsiste, l'idée, c'est en effet de compléter les examens ou compléter les expertises et de passer la main à des collègues, comme tu dis. Moi, je vais vous dire, en médecine générale, j'ai une douleur abdominale aiguë qui m'inquiète cliniquement, hein, parce qu'il y a des éléments quand même cliniques qui me disent que ça, je ne peux pas rester là. Il faut que je prenne une décision. Je n'hospitalise pas ou je donne un traitement symptomatique. Bon, le traitement symptomatique, je vais le donner de toute façon, au moins au niveau de la douleur, pour soulager le patient. Je vais faire trois choses. Un ECG. On ne sait jamais, ça peut être un infarctus, mais ça peut tout à fait être un infarctus sous-diaphragmatique. Deux, je vais faire une CRP. Est-ce qu'il y a une inflammation ou pas? Une CRP rapide. Hein. Et puis trois, je vais poser la sonde sur l'abdomen pour voir est-ce que j'ai un épanchement péritonéal. Si sur ces trois éléments, c'est normal, ça me laisse un peu de champ quand même. Ça me laisse un peu de champ pour me dire, bon, j'ai peut-être quelques heures quand même, je vais traiter, donner un traitement symptomatique, j'ai éliminé des choses importantes et puis je le reverrai, je donne un rendez-vous, il est prioritaire demain matin et si ça ne va pas, il me rappelle, hein, ou il appelle le 15. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la clinique est souveraine. Et si vraiment il m'inquiète trop, j'appelle le SMUR ou j'appelle le 15 et j'évacue le patient. Hein, évidemment. Même si mon écho est, entre guillemets, normal. Super. Je vais tâcher de vous transmettre le lien parce que manifestement, il n'a pas été reçu sur le chat. Le lien de la revue systématique que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, Axel ou toute personne qui a accès à l'ensemble des participants peuvent... ah ben voilà, c'est fait. Axel vient de vous transmettre le lien et voilà, parfait. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions, nos collègues? Eh bien, écoutez, on va peut-être arrêter ici. Francis, merci infiniment. C'était passionnant. Merci à tous pour votre participation. Bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur l'écho, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra en relation avec Francis. Et par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Ecopen ou si vous êtes d'emblée intéressé, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Là, je vous mets mon email et je note qu'il y a un certain nombre de collègues aussi qui veulent en savoir plus sur l'intelligence artificielle, voire participer à quelques échanges avec nous, quelques collaborations. On est bien entendu extrêmement allant à cela. Merci encore, Francis. Merci à tous de votre participation et à très bientôt. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres séances sur cette plateforme. Merci à vous. Merci à tous et bonnes futures échos.